Voilà, je vous propose qu'on démarre. Vous m'entendez tous, j'imagine, j'espère en tout cas. Faites-moi juste un petit coucou dans la fenêtre de conversation si c'est bon pour vous. Ok, parfait, super. Super. Alors, si la personne qui vient de partager son site de la Redoute veut bien me laisser la main. Voilà. Ok, je vais redémarrer le partage. Voilà. Ça devrait être bon comme ça. Donc je me présente, je suis donc Marc Trottmann. On va parler donc pendant un petit peu plus de 30 minutes, hein, ça va peut-être durer effectivement 45 minutes, voire un petit peu plus, avec les questions-réponses, autour de l'utilisation de Microsoft Teams. Alors dans le contexte du télétravail, effectivement, mais au-delà du télétravail, c'est de l'utilisation de Microsoft Teams dans le travail à distance, dans son ensemble, puisque le télétravail n'est finalement qu'un cas particulier du travail à distance et qui est un petit peu, on va dire, dicté, accéléré par les conditions de crise dans lesquelles nous sommes actuellement. Donc pour me présenter rapidement, donc je suis Marc Trottmann, je suis donc gérant de la structure Itizi qui travaille sur l'adoption des usages autour d'Office 365 et en particulier de la plateforme Microsoft. Et j'accompagne les organisations à bien utiliser ces outils et ce que j'appelle mener des projets de transformation numérique, mais sous l'angle de la digitalisation interne. C'est-à-dire beaucoup plus et beaucoup mieux collaborer entre les utilisateurs, soit de façon individuelle, mais de façon collective. L'idée, et je pense que vous êtes tous confrontés à cela si vous êtes utilisateur de Teams ou nouveaux utilisateurs de Teams ou nouveaux télétravailleurs, vous voyez bien qu'il a fallu un petit peu révolutionner ces habitudes de travail sur ces dernières semaines. L'idée donc de cette session, c'est de se spécialiser autour de la plateforme Microsoft Teams. Donc, je vais partir du principe que vous êtes déjà utilisateur Teams. Si vous n'êtes pas utilisateur Teams, ce n'est pas forcément très grave. Ça va vous permettre de voir un petit peu le potentiel. L'idée de la session, c'est de vous permettre de bien comprendre quelles sont les fonctionnalités offertes par cette plateforme-là et quelles sont les bonnes pratiques, surtout pour l'utiliser dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc en fait, avant de passer sur la démo, il y aura on va dire une trentaine de minutes de démonstration où on va vraiment être au niveau de l'outil sur des fonctionnalités. Donc en termes d'organisation, n'hésitez pas à poser les questions qui vous viendraient tout au long de la session dans la fenêtre de chat. On les déroulera à la fin. N'hésitez pas. On verra si vous souhaitez ouvrir vos micros à la fin, mais n'hésitez pas si vous les avez de les poser dans la fenêtre de chat. J'y répondrai à la fin. Alors, est-ce que la personne qui n'a pas de son est la seule ou est-ce que vous êtes plusieurs dans ce cas? Juste un petit check pour confirmer les choses. Ok, donc le son est bon. Donc je pense que Stéphanie, ça doit être une problématique de micro de votre côté. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais faire une petite présentation en début pour poser le contexte et simplement exposer qu'effectivement aujourd'hui on est dans une situation particulière parce que le paysage et les usages en entreprise ont évolué. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ces usages, ils avaient déjà évolué avant la crise.
hein, et ces contextes et ces nouveaux contextes et ce nouveau paysage en entreprise avaient déjà évolué avant la crise. La seule différence, c'est qu'on ne les avait pas réellement mis en œuvre, on n'en avait pas réellement pris en conscience, et le fait de mettre tout le monde en télétravail a un petit peu accéléré un certain nombre de choses. Donc ces évolutions en fait ont touché à quoi? Ont touché qu'au quotidien en équipe, en entreprise, on travaille de plus en plus sur des projets en collaboration, de plus en plus de travail en équipe. 80% du temps, des tâches que l'on réalise ne sont pas réalisées de manière individuelle, elles sont réalisées de manière collective, soit avec des collaborateurs ou des collègues qui sont à l'intérieur de notre organisation, soit avec des personnes qui peuvent être extérieures à l'organisation, que ce soit des clients, des partenaires, des fournisseurs avec lesquels on a besoin d'interagir. Cette interaction, on l'a fait, et là en l'occurrence dans ce contexte de télétravail, on s'en rend bien compte, on l'a fait de plus en plus en tout lieu, c'est-à-dire on est susceptible de pouvoir avoir besoin de travailler de n'importe où, et le fait d'être localisé dans ces locaux d'entreprise n'est pas forcément une nécessité absolue. On a besoin d'accéder à ces informations de n'importe où, et également en utilisant l'ensemble des périphériques qui sont à notre disposition. Et aujourd'hui, en moyenne, on se retrouve tous individuellement. Alors, j'imagine que vous pouvez faire le calcul de votre côté, mais on se retrouve aujourd'hui à avoir en moyenne 3 appareils différents par personne. Par appareil différent, j'entends à la fois un poste fixe, à la fois des portables, des téléphones portables, des smartphones, mais ça peut être également des tablettes. Donc on est potentiellement à des moments de la journée, à des endroits différents et sur des périphériques différents. Le dernier aspect aussi, et non des moindres, c'est qu'aujourd'hui en entreprise, on se retrouve avec 4 générations d'utilisateurs différents, qui sont de la génération X, Y, Z et quelques baby-boomers encore. Et donc, on a des réflexes complètement différents de la part de ces utilisateurs en entreprise que l'on a besoin de prendre en considération. L'autre facteur, toujours sur la partie ressources humaines, c'est que ces nouveaux et ces jeunes générations aujourd'hui deviennent majoritaires en entreprise et donc vont insuffler une nouvelle dynamique dans les organisations. Et la dernière chose que l'on voit poindre de plus en plus en entreprise, c'est la notion de responsabilité sociétale des entreprises avec les aspects environnement, les aspects bien-être et donc des nouvelles problématiques à appréhender et à prendre en compte. Quand on regarde ça aujourd'hui, comment on travaille principalement en entreprise depuis un certain temps, hein, et je reviendrai un petit peu plus tard sur un certain temps, c'est qu'on travaille de plus en plus avec le mail, avec Outlook ou avec tout système de messagerie, mais en tout cas on travaille avec le mail, et cela on le fait depuis près de 30 ans. Le mail alors quand je dis 30 ans, je suis même plutôt sympa, parce qu'en fait le premier mail qui a été envoyé en 1971. Donc voilà, donc ça fait un certain temps. Les premières messageries, si on reste dans l'écosystème Microsoft, les premiers systèmes de messagerie Microsoft Mail datent de 1991 et les premières versions d'Outlook datent de 1997. Donc on a un certain nombre d'habitudes de travail sur la communication qui se basent sur le mail. Et on a complété cela évidemment avec de la gestion de fichiers, soit de la gestion de fichiers que l'on a sauvegardé sur son ordinateur, soit éventuellement on voit apparaître des lecteurs réseau. Hein, j'imagine que si vous regardez par rapport à votre cas particulier, vous avez des lecteurs réseau pour vos données personnelles, des lecteurs réseau pour des données du service, des lecteurs réseau pour des données globales, de partage. Donc vous avez des lecteurs réseau un petit peu de tous les côtés. Si on regarde cette partie-là à droite avec les éléments qui sont à gauche, on voit vite poindre qu'on a des problématiques de communication entre les différents acteurs.
Et la jeune génération, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait apparaître, qu'est-ce qu'elle a apporté, ou les utilisateurs qui avaient des besoins, qu'est-ce qu'ils ont également fait poindre dans les organisations? Bah, c'est tout un ensemble d'outils qui sont devenus très facilement accessibles maintenant et qui pallient un petit peu à ce que l'on avait avec le mail et avec les lecteurs réseau pour des besoins de partager de l'information. On va voir poindre des Dropbox, des Box, des Google Drive. Comme on a besoin de communiquer beaucoup plus instantanément, bah, on va utiliser des outils comme WhatsApp, comme Slack, comme Messenger. Comme on a besoin aussi de transférer des informations à l'extérieur de l'organisation très facilement, bah, on va utiliser WeTransfer. Comme on a besoin d'organiser des visioconférences, eh bien, on a vu apparaître dans cette période de confinement un logiciel comme Zoom avec toutes ces failles que l'on peut avoir et toutes ces problématiques de sécurité qui ont pu poindre autour de l'utilisation de Zoom. Toutes ces applications qui apportent des besoins pour les utilisateurs, c'est un cauchemar pour les services informatiques parce que la plupart du temps, les informations que vous générez à l'intérieur de ces documents-là, à l'intérieur de ces applications-là, n'ont rien à voir avec le réseau de l'entreprise. Ce sont des informations que vous allez générer la plupart du temps sur des identifiants qui sont vos identifiants personnels. Et donc qui sont impossibles à manager pour l'entreprise. Ce sont des risques de perte d'informations, des failles de sécurité avec des informations qui peuvent éventuellement quitter l'entreprise. Donc la solution par rapport à cela, c'est quoi? C'est de mettre en place un véritable environnement numérique de travail qui soit moderne et qui permette justement de répondre à ces problématiques-là. Donc un environnement de travail moderne, c'est quoi? C'est un environnement qui nous permette d'améliorer sa productivité personnelle, qui nous permette de stocker, de retrouver de l'information, de partager de l'information, qui nous permette de communiquer, de collaborer, d'être en lien avec des applications métiers spécifiques que l'on peut avoir à l'intérieur de l'organisation. C'est un environnement qui va nous permettre de travailler en situation de mobilité, afin de répondre à la problématique de on peut travailler de n'importe où, et de travailler en toute sécurité et en toute conformité. Donc, tous ces usages-là en entreprise, depuis 30 ans, on les a déployés et dans la gamme d'applications Microsoft, et c'est pour cela que je vais arriver à Teams très rapidement, on va avoir la suite Office 365 qui est finalement la plateforme globale dont Microsoft Teams n'est qu'une des applications, qui va permettre de répondre à ces différentes problématiques au travers des différentes applications qui composent cette suite bureautique. Au sens large, cet environnement numérique de travail. Et la plupart du temps, ce que l'on a généralement en entreprise, les outils ont été déployés. Souvent, le service informatique a déployé ces outils, donc c'est la partie droite. Par contre, toute la nouvelle façon de travailler, tous ces nouveaux usages qui sont inhérents à ces nouvelles fonctionnalités apportées par ce panel d'outils, souvent ces usages ne sont pas forcément encore aujourd'hui correctement déployés. Il n'y a pas une prise de conscience que ces outils-là apportent un certain bénéfice. Donc on a modernisé un environnement sur la partie avec le déploiement des outils. Par contre, on n'a pas transformé les usages et les façons de travailler et changé ses habitudes de travail. Et ce qui est compliqué, c'est qu'à droite, moderniser un environnement de travail, c'est de la technique. Transformer les usages, c'est de l'humain. Et c'est là qu'on se retrouve effectivement avec une problématique, c'est qu'on a besoin de changer un certain nombre d'habitudes de travail. Et aujourd'hui, on se retrouve, et probablement, et on le verra peut-être avec les questions que vous posez peut-être, voir quelles sont les nouvelles façons de travailler inhérentes à l'utilisation de Microsoft Teams. Donc, petite mise en garde, tout le monde est en télétravail de plus ou moins forte dose, on va dire. Tout le monde est parti en télétravail, soit avec son propre équipement, si c'était un équipement qui était déjà à disposition avant le télétravail, mais sinon c'est peut-être sur un équipement qui a été mis à disposition par l'entreprise de façon exceptionnelle, voire même c'est un télétravail qui s'est fait en partant du principe que ce serait un ordinateur personnel
personnel du collaborateur ou qui sera utilisé quand il sera chez lui. Donc attention au retour en entreprise, non seulement sur des problématiques de sécurité, sur de la reconsolidation de données qui auraient pu être produites sur des postes qui ne sont pas des postes qui vont être destinés à revenir dans l'entreprise. Donc attention, mais surtout attention sur un autre argument qui est l'utilisation de Teams ou d'Office 365 au sens large sans changer ses pratiques. Alors, il y a une petite astérisque, parce que je fais une présentation et cette slide-là, elle est tout aussi valable pour Teams et Office 365 que pour toute solution équivalente à ce que je vais présenter aujourd'hui, que l'on parle de Google, d'Atolia, d'un certain nombre de plateformes existantes. Il faut bien prendre conscience qu'effectivement, il y a des nouvelles façons de travailler qui sont inhérentes parce que ne pas changer ses pratiques dans l'utilisation de ces nouveaux outils génère finalement peu de valeur supplémentaire, individuelle et collective. Pourquoi on a peu de valeur supplémentaire? Parce qu'en fait, souvent, ces nouveaux outils qui apportent des nouvelles fonctions, on a des réflexes d'usage qui sont les réflexes d'usage d'avant. Et c'est compliqué d'avoir le bénéfice de ces nouveaux usages si on continue à utiliser les outils comme on les utilisait avant. Donc il faut effectivement prendre conscience qu'il y a besoin de changer ces pratiques. D'autres notions, et peut-être que vous avez été confronté par rapport à cela quand vous êtes passé en télétravail et quand vous avez mis à disposition un certain nombre d'outils, on vous a dit on va communiquer avec différents outils de visioconférence, du travail à distance, du partage d'écran. Peut-être que ça a généré pour certains de l'incompréhension, pour d'autres de la peur, pour d'autres de l'anxiété, et puis pour certains qui étaient très à l'aise, peut-être de la frustration parce que ils savaient qu'ils avaient un potentiel à portée de souris, mais que finalement, ils n'arrivaient pas forcément à l'utiliser de la bonne façon. Et le dernier effet où il faut porter une attention toute particulière, ce sont les effets induits et les effets rebonds qui ont une portée plus ou moins négative dans la façon d'adresser les choses. Je vais donner un exemple. Vous me direz si vous êtes concerné par rapport à cela. Avec le télétravail et l'organisation de visioconférences, on a vu poindre une foultitude d'organisations de réunions dans tous les sens, dans les agendas, parce que on s'est dit, on est à distance, on a besoin de préserver le lien social et du coup, on va organiser des réunions. Et finalement, les agendas se sont remplis à une vitesse folle de réunions que l'on a, qui ont été planifiées par les uns et les autres. Alors qu'à la base, ça partait effectivement d'un bon sentiment et d'une vraie nécessité de devoir partager de l'information, préserver la communication et continuer à travailler ensemble. La cible, du coup, par rapport à ces environnements numériques de travail, c'est quel que soit le service de l'entreprise dans lequel on est, qui a forcément des applicatifs métiers. Donc, quand on a un applicatif métier dans le domaine de la RH, un applicatif métier dans le domaine de la finance, un applicatif métier dans le domaine des ventes ou du marketing, ce sont des applicatifs métiers qui sont utilisés par des ressources qui sont à l'intérieur de ce métier-là. Pour autant, ils ont quand même besoin de communiquer avec l'ensemble des autres services au travers d'un socle, ce qui est cet environnement numérique des utilisateurs qui couvre les fonctions globales de la communication, de la collaboration, parce qu'à un moment donné, même si on est dans le service RH, on a besoin peut-être de partager avec d'autres services parce qu'on est en phase de recrutement et on a besoin d'utiliser des outils communs. Donc, d'avoir un socle de communication commun qui permettent justement d'échanger et de communiquer entre les services. L'idée derrière cela, c'est d'éviter ce que l'on entend régulièrement dans les entreprises, c'est le silotage des services. C'est-à-dire, à l'intérieur d'un service, on fonctionne d'une certaine manière, le service à côté, on va travailler d'une autre manière. Si on travaille sur des outils différents, peut-être côté RH, je vais utiliser Messenger, côté finance, je vais utiliser WhatsApp.
Comment je fais quand j'ai besoin de communiquer entre la RH et la finance? Je vais utiliser quoi comme outil? Et qui c'est qui va gagner? Donc, c'est ces problématiques-là que l'environnement numérique de travail des utilisateurs doit permettre d'apporter pour pouvoir justement répondre à ces problématiques-là. Donc, pour en arriver à Microsoft Teams, donc c'est un produit jeune, hein, côté Microsoft. Je vous passe les chiffres. Hein. Il y a une adoption massive qui date depuis 3 ans. Hein. Donc voilà, plusieurs millions d'utilisateurs, et les chiffres étaient des chiffres avant confinement. Hein. Donc les chiffres ont encore grossi. Hein. Peut-être que vous en avez peut-être entendu parler, mais au début du confinement, il y a eu une problématique côté Microsoft Teams de disponibilité de la plateforme sur une période d'1 heure un matin, tout simplement parce que le nombre de connexions à l'environnement a été multiplié par 7 sur ces débuts de confinement. Alors effectivement, ça a nécessité un certain nombre d'actions, mais pour autant, ça a quand même, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus forcément de problématiques de communication et de perturbations de connexion vis-à-vis de la plateforme. Donc, qu'est-ce que c'est que Microsoft Teams? C'est un hub de collaboration. On le verra dans le slide d'après plus en détail. Ça permet de communiquer au travers de chats, de réunions et d'appels visioconférences. Ça permet de collaborer sur des fichiers. On a la possibilité d'étendre avec l'utilisation d'applications tierces qui ne sont pas forcément des applications qui viennent de la sphère Microsoft. Hein. Si vous regardez sur la partie droite, on se retrouve avec un certain nombre d'applications comme Asana, comme Evernote, comme Adobe, qui sont des applications que l'on va pouvoir intégrer dans Teams. Et cela permet également de travailler en toute confiance, en ayant un niveau de sécurité. J'ai vu passer une question sur la notion de faille ou de sécurité. Donc aujourd'hui, la sécurisation des données qui sont gérées par la plateforme Teams est dépendante déjà en termes de localisation de l'endroit et de l'endroit où sont stockées vos données de votre environnement. Si vous avez un environnement qui a été créé dans les 2 dernières années, vos données sont pour la majorité des services stockés sur des data centers basés en France, à Paris et à Marseille. Si vous êtes sur une organisation qui a déployé son environnement Office 365 avant il y a 2 ans, vous êtes forcément sur une plaque européenne avec des data centers qui sont à Dublin et Amsterdam. Et vous avez peut-être, alors là c'est dépendant de votre service informatique, déjà engagé une migration de vos services sur les data centers français. L'idée de Teams, c'est qu'il est disponible, c'est une application qui est disponible sur l'ensemble des équipements et sur quasi l'ensemble des environnements. Au travers d'une version web, au travers d'un client que vous pouvez installer, et ce client qui peut être installé sur un équipement peut être installé à la fois sur un environnement Windows, à la fois sur un Mac, et également disponible sur environnement Linux. Et vous avez également à côté de cela l'application mobile qui est disponible sur iOS et Android. Je vous invite très fortement en tant qu'utilisateur, si vous êtes sur un poste fixe ou sur un portable, d'installer le client riche qui a un certain nombre de fonctionnalités plus abouties que la version web, enfin moins de limites, on va dire, que sur la version web. La version web, selon les navigateurs que vous utilisez, a également aussi des fonctionnalités qui peuvent être différentes. Et au niveau de l'application mobile, là aussi, je vous invite, si vous avez la possibilité, à l'installer, parce que derrière, ça va vous permettre justement d'accélérer un petit peu votre usage de l'environnement. Petite question par rapport à cela, c'est on a parlé de Teams, mais aujourd'hui, est-ce que vous voyez réellement l'iceberg qui est derrière Teams?
Alors, qu'est-ce que j'entends par cette notion d'iceberg? Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les premières fonctions que l'on va utiliser au niveau de Teams, ça va être le chat, l'appel ou la visioconférence, l'organisation de réunions ou le partage d'écran. Ce sont majoritairement aujourd'hui en entreprise les fonctionnalités de Teams qui ont été mises en œuvre et qui ont nécessité le déploiement d'outils de visioconférence. C'est pour ça qu'on a vu certaines entreprises passer vers Teams, d'autres qui sont passées par Zoom, d'autres qui sont passées par du GoToMeeting, d'autres qui sont passées par un certain nombre d'autres fournisseurs de plateformes. Mais ça a été principalement pour répondre à ces problématiques de chat, d'appel, de réunion en ligne, de partage d'écran. Derrière Teams, il y a un vrai ces fonctionnalités d'ailleurs qui sont les fonctionnalités finalement qui étaient présentes dans Skype tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui au travers de ces fonctionnalités des comparaisons qui sont faites entre Teams et d'autres plateformes parce que finalement ce sont les fonctionnalités de Skype que l'on est en train d'utiliser massivement au niveau du télétravail. Derrière ces fonctionnalités, en partie un petit peu plus masquées, on va se retrouver avec un certain nombre d'autres services que l'on va pouvoir également utiliser. Parmi ces services, on peut identifier les fichiers, les conversations, la gestion des équipes, la notion de canal, la notion d'onglet, la notion d'application, de bot, de connecteur. Tous ces éléments-là, je ne vais pas les évoquer aujourd'hui. Il y a un autre webinaire qui est prévu vendredi pour parler justement de ces éléments qui touchent l'autre volet de Teams qui n'est pas forcément aujourd'hui mis en perspective dans ce webinaire, mais qui ne sont pas forcément non plus très utilisés aujourd'hui. Mais Teams, dans son ensemble, c'est vraiment à la fois un outil de communication et un outil de collaboration. Donc il faut bien avoir cela à l'esprit, ça va beaucoup plus loin que simplement la communication, le chat, l'appel, visio, la réunion en ligne ou le partage d'écran. Donc ce que l'on va voir aujourd'hui, on va parler rapidement des applications, on va parler des concepts et des paramétrages généraux, on parlera beaucoup des conversations individuelles de groupe ou d'équipe, on parlera des fonctionnalités et des bonnes pratiques surtout, et des petites fonctionnalités qui aujourd'hui ne sont pas réellement utilisées, mais dans un contexte de télétravail et demain dans un contexte de travail à distance sont des habitudes qui doivent perdurer. On parlera des réunions. Et on abordera très rapidement la notion de gestion de fichiers parce que ce sera beaucoup plus présenté dans la partie, dans le webinaire de vendredi. Et on évoquera quand même les liens avec Outlook et avec la messagerie parce qu'aujourd'hui, effectivement, la messagerie, même si on est en train de changer les usages, le mail ne va pas disparaître. Donc, je vous donne un avis personnel par rapport à cela, mais je pense que c'est un avis qui peut être partagé par beaucoup. Le mail ne va pas disparaître. Par contre, il y a besoin effectivement de faire beaucoup diminuer cet usage de mail. Donc pour passer en mode démo, je vais vous partager mon écran et je vais aller sur me connecter sur une plateforme de démonstration qui est donc ici mon environnement Office 365 où je suis connecté avec un utilisateur qui s'appelle Megan en haut à droite et je vais lancer mon environnement Teams dans le navigateur. Alors, pourquoi je le lance dans le navigateur? C'est simplement pour le webinaire qui est enregistré par ailleurs. J'utilise mon client pour utiliser, dans le cadre de ce webinaire, pour pouvoir partager mon écran. Et pour la démonstration, je vais travailler sur le navigateur avec un autre utilisateur. Donc, ça répond déjà à une première peut-être question que certains pourraient avoir. Il est tout à fait possible d'être connecté sur le même PC à deux environnements Teams différents, à deux organisations Teams différentes. Donc, en jouant avec les navigateurs et avec les applications, il est parfaitement possible de faire cela. Quand on arrive sur l'environnement Teams, on retrouve dans la partie gauche ici les onglets que j'évoquais tout à l'heure, l'onglet d'activité, conversation, équipe, calendrier, appel, fichier. Ce sont les icônes principaux et
par défaut qui vous sont affichés. Alors, quand je dis par défaut, c'est si il n'y a pas eu de manipulation particulière de votre service informatique. Normalement, vous devriez voir ces éléments-là. Il est fort possible que vous en ayez plus, que vous en ayez moins. Mais ça, voilà, ça dépend de votre organisation. Je vais tout de suite aller dans l'élément qui, pour moi, est primordial dans le paramétrage de Teams pour qu'il soit efficace pour vous, c'est votre fenêtre de profil. Donc, votre fenêtre de profil qui mentionne quel est votre statut de disponibilité. Donc, votre statut de disponibilité qui est connecté à votre agenda. Donc, si j'ai un rendez-vous de planifié dans mon agenda, je vais apparaître comme étant occupé au niveau de Teams de façon automatique. Il y a un lien qui est fait automatiquement entre les deux. Les autres statuts, comme de retour bientôt ou ne pas déranger, sont deux statuts particuliers qui sont mis en place en fonction de votre activité sur votre environnement. Le statut ne pas déranger, par exemple, va se mettre automatiquement en place si vous êtes en mode présentation de PowerPoint, par exemple. Le modèle, le statut de retour bientôt, c'est un statut qui va se mettre automatiquement en place à partir du moment où vous ne serez plus actif sur votre PC pendant une période de 10 minutes. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas là, ça ne veut pas dire que vous êtes absent, ça veut vraiment dire que vous n'êtes simplement pas en train de travailler sur votre poste. Donc, c'est important, cette notion de statut, parce que de comprendre quelle est la signification qui sont derrière ces statuts, parce que quand vous allez vouloir joindre quelqu'un, et on va parler de cette partie communication et conversation avec ces différents utilisateurs, en fonction du statut, vous pouvez avoir tout de suite des éléments de réponse sur le fait que la personne sera présente ou ne sera pas présente pour vous répondre. Le deuxième élément que je vous invite impérativement à prendre conscience, c'est d'aller dans les paramétrages et de paramétrer vos notifications en disant, voilà, je veux afficher ce statut pendant 1 heure, pendant 4 heures, toute la journée, cette semaine, ou éventuellement définir que c'est un niveau personnalisé jusqu'à une certaine date et une certaine heure. Par exemple, Patty, si je prends son environnement, elle l'a dit, je suis avec mes enfants jusqu'à 15 heures. Elle a défini ici qu'elle était absente jusqu'à 15 heures et elle n'a pas à s'occuper de son statut à partir du moment où elle sera de retour devant son poste. Le système va se mettre en place automatiquement au niveau de son profil. Quand on est en conversation avec alors je ne veux pas rentrer dans des détails de fonctionnalités parce que si vous êtes déjà utilisateur de solutions et de Teams en particulier, ce sont forcément des fonctions que vous avez déjà utilisées. Donc la conversation se fait à partir du bas. Alors, voilà, soit sous forme de texte. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû cliquer sur désactiver tous les micros dans la liste des participants. Donc, s'il pouvait éviter de le faire, ça m'éviterait de me couper le mien. Voilà. Donc, les conversations, soit on fait des conversations sous forme textuelle de manière très simple, comme j'ai pu le faire ici, mais ce petit bouton ici nous permet éventuellement d'avoir une conversation et de gérer de la mise en forme un petit peu plus aboutie avec du texte que l'on peut mettre en forme beaucoup plus finement, hein, changer des tailles de police, mettre des couleurs. Donc ça peut aussi permettre un petit peu d'égayer certains messages. Petite mention aussi particulière qui est une des nouveautés que peut-être vous n'avez pas forcément vu si vous êtes utilisateur Teams depuis longtemps. Vous avez l'indication comme quoi votre message a été envoyé ou a été vu par votre interlocuteur.
Donc c'était une demande qui était régulièrement faite. Aujourd'hui, elle est effectivement présente. Là, voilà, j'ai envoyé le message à Patty. Le message a été envoyé. Si j'ai ici normalement un écran avec Patty de ce côté, je vois que Patty, elle vient de voir le message et elle vient d'interagir en mettant ici une petite réaction en disant « Ok, c'est bon, j'ai vu le message et je suis d'accord ». J'en profite du coup aussi pour toujours raisonner en termes de pratique par rapport à ces boutons d'interaction qui démontrent le sentiment que l'on donne par rapport à une conversation. Alors, ce n'est pas une règle, c'est une recommandation. C'est le bouton « J'aime », utilisez-le plutôt pour dire effectivement j'ai vu, effectivement j'ai lu le message. Voilà, donc ça vous permet déjà vous d'une part de vous organiser, de savoir voilà les boutons sur lesquels vous avez mis j'aime, vous savez que vous êtes passé dessus parce que quand vous allez avoir toute une liste de conversations, ça pourra être compliqué. Et n'utilisez que les boutons de sentiment à droite que à partir du moment où vous avez réellement un sentiment à exprimer par rapport à ce qui a été dit. L'autre notion d'utilisation aussi de ce pouce levé ou de ces icônes à droite, c'est que ça vous permet d'éviter aussi de répondre du genre un message du type OK. Voilà, qui veut strictement rien dire. À partir du moment où le message a été envoyé, où il y a eu une validation, c'est plus la peine d'envoyer un OK. Voilà. Si on se rappelle des utilisations de la messagerie, le nombre de mails qui ont été envoyés à plusieurs destinataires et le nombre de retours que l'on voit avec des réponses à tous en disant oui c'est bon, je l'ai vu, oui je suis d'accord, oui c'est bien, oui d'accord, et on a envoyé tout un ensemble de messages, ces petites émoticônes ici servent justement à cela. Autre élément important, quand vous êtes dans une conversation, vous avez la possibilité d'initialiser un appel visio ou un appel audio. Je ne vais pas le faire vu que je suis déjà par ailleurs, mais vous avez aussi la possibilité d'inviter d'autres personnes directement à l'intérieur de cette conversation. Si là, par exemple, je veux rajouter à cet échange Alex Vilbert, je rajoute Alex Vilbert, je clique sur ajouter. Ça ne m'a pas rajouté Alex Vilbert à l'intérieur de cette même conversation que j'avais avec Patty, ça m'a fait une autre conversation, ce qui s'appelle une conversation de groupe entre Mégane, Alex et Patty, de façon à ce que je n'ai pas besoin je n'ai pas à partager des informations confidentielles que j'ai pu éventuellement échanger avec Patty tout à l'heure. Une fois que je suis dans cette conversation à plusieurs, une conversation de groupe, je peux éventuellement la renommer, cette conversation de groupe. Et je vous invite à cliquer sur ce petit bouton pour renommer ces conversations de groupe, parce que si vous avez tout un ensemble de conversations de groupe sur le côté, vous n'allez pas forcément savoir à quoi ça peut correspondre. Donc ici, ça peut être voilà, démonstration, produit, voilà, on va faire. Et du coup, votre conversation s'appelle maintenant démonstration produit. Vous voyez que c'est une conversation à trois avec différentes personnes à l'intérieur. Si dans cette conversation maintenant, qui est une conversation de groupe, j'y rajoute une autre, je veux y rajouter une autre personne, on va dire je rajoute Isaiah, je vais avoir, comme c'est une conversation de groupe qui a peut-être un certain vécu, je vais pouvoir dire, Isaiah, je l'inclus dans cette conversation, mais quel est le niveau de confidentialité des conversations que j'ai déjà eues à l'intérieur de ce groupe que je veux donner à Isaiah? Est-ce que je veux lui inclure l'historique des conversations? Est-ce que je ne veux pas lui inclure l'historique? Ou est-ce que je veux simplement lui inclure l'historique sur un certain nombre de jours? D'accord. Donc là aussi, ça permet de contrôler un petit peu les informations que l'on communique les uns avec les autres. Je vais quitter cette notion de conversation de groupe pour basculer sur la notion de conversation d'équipe. La notion de conversation d'équipe qui est un autre type de conversation, et je vais juste vous montrer les trois types de conversations que l'on va pouvoir avoir.
L'onglet conversation, c'est un espace où on va converser en privé ou en conversation de groupe, mais c'est une conversation sur un sujet spécifique ou une conversation privée. On a la notion d'équipe qui sera beaucoup plus abordée dans le webinaire de vendredi prochain, où on va réellement construire un espace de collaboration pour travailler ensemble sur un vrai sujet, sur un projet, avec un but précis ou avec des objets, un objet précis, avec des membres de l'organisation, mais également des membres qui peuvent être extérieurs à l'organisation. Je ne l'ai pas dit au niveau des conversations, mais les conversations peuvent très bien se faire avec des personnes qui ne sont pas dans votre organisation. Quand j'initialise une nouvelle conversation, si j'écris du texte en bas, ici, c'est une conversation. Si j'écris du texte sur répondre ici, c'est une réponse. Et le flux, il se retrouve à l'intérieur uniquement de cet environnement-là. Donc faites bien attention, utilisez bien la notion de réponse par rapport à cette notion d'initialisation de conversation. Dans les types de conversation, si je reclique sur cette petite fenêtre, je vais avoir la possibilité d'avoir non seulement la possibilité de faire de la mise en forme comme je l'avais tout à l'heure, mais je vais pouvoir avoir la possibilité de définir un sujet de cette conversation que l'on va pouvoir être, qui va pouvoir être un petit peu le pendant de ce que l'on avait avec les mails et les objets que l'on met dans les mails. Donc si ici, j'ai mon sujet de conversation, je tape mon texte et je peux envoyer cette conversation-là. Elle sera beaucoup plus facilement identifiable maintenant dans le fil de discussion que si j'avais simplement tapé du texte. Dans les types de conversations que l'on va pouvoir faire, on va pouvoir envoyer des annonces également. Donc ça, c'est simplement si on veut faire une communication globale à l'ensemble des personnes qui sont à l'intérieur de cette équipe. Et on a, au travers de ce petit bouton ici, la possibilité de définir que ce message, il revêt une importance toute particulière, voire même que l'on va vouloir éventuellement définir des informations comme étant urgentes, importantes et qui vont avoir un impact sur la manière dont ce sera rendu visible dans l'environnement Teams des différents utilisateurs. Vous voyez ici, j'ai un petit point d'exclamation, ça veut dire que quelqu'un a posté à l'intérieur de ce canal-là quelque chose qui était marqué comme important. Donc, qui va tout de suite m'attirer l'œil et l'indicateur disparaît à partir du moment où j'ai lu ces informations-là. Donc, tous ces nouveaux moyens de communication vous permettent d'échanger de l'information structurée sans forcément utiliser de mail. Maintenant, vous pouvez toujours communiquer et travailler, et je terminerai par ça parce que je vois qu'il est déjà 11h50, je terminerai par ça sur le lien que l'on va pouvoir avoir entre Outlook et le mail, entre la messagerie et le mail. Je vais prendre l'exemple de mon service recherche et développement ici, qui est un canal à l'intérieur d'une équipe. Ce canal-là, je vais pouvoir l'identifier au travers d'une adresse email. Chaque canal va avoir une adresse email. Cette adresse email, je peux la récupérer, je peux la mettre dans mon carnet d'adresse de mon entreprise. Si moi, je vais dans ma messagerie et en allant dans ma messagerie ici, je vois que j'ai un message qui a été envoyé dans lequel, ici, voilà, bonjour Mégane, je suis client, j'envoie à Mégane, j'ai un besoin de partager de l'information sur un certain document. Bah, ce mail-là, je vais pouvoir l'envoyer dans mon environnement Teams. Donc, je suis parti de mon environnement Outlook à partir d'un mail que j'ai reçu d'un client et j'ai réceptionné, si j'arrive à revenir sur, hop, voilà, c'est ici, hop, j'ai perdu ma souris, voilà. Si je reviens ici, dans mon canal recherche et développement, normalement, je devrais recevoir, voilà, ici, j'ai mon message
qui vient d'être réceptionné, le message que j'avais de l'autre côté, qui est à l'intérieur de mon environnement Teams, et sur la base duquel, à l'intérieur de mon équipe, je vais pouvoir initialiser une des réponses et apporter des réponses à ce sujet-là. Charge à Megan, derrière cela, de faire une réponse avec son environnement Outlook à Mark Trotman, qui lui a envoyé le mail original, mais je n'ai pas, à l'intérieur de mon organisation, été obligé de s'échanger un certain nombre de mails à l'intérieur de cette équipe, qui est une équipe ici dans laquelle, si on regarde le nombre de personnes qui sont à l'intérieur de cette équipe-là, ben, j'ai 17 personnes qui sont membres de cette équipe, plus 2 propriétaires. Si j'avais partagé cette information par mail à tout le monde, j'aurais envoyé 19 fois la pièce jointe, j'aurais envoyé 19 fois ces éléments à tout le monde. Ce mail-là, il est bien évidemment disponible dans la plateforme ici, mais il est également disponible dans l'onglet Fichier ici, dans lequel je retrouve ma liste des messages et je vois en particulier que j'ai le message qui a été envoyé en format mail avec ma pièce jointe qui a été automatiquement détachée, pièce jointe qui est la pièce jointe du drone que j'avais dans mon mail tout à l'heure. Donc ça vous permet de faire le lien entre les deux. Vous avez aussi la possibilité pour faire le lien dans l'autre sens. Si maintenant, je vais prendre une conversation qui aurait pu être intéressante et je ne vais pas en trouver une, voilà, par exemple celle-là, avec un collaborateur qui parle en grec, je ne parle pas grec, je vais pouvoir traduire directement ce que m'a dit ce collaborateur à l'intérieur de cette conversation. Et cette conversation-là, si je veux, je peux la partager directement dans Outlook pour l'envoyer à certains utilisateurs. Si je me la renvoie à moi, à Megan, je vais recevoir un message dans ma boîte de messagerie, ici, qui sera le lien vers la conversation de Teams et qui va me permettre d'alerter quelqu'un par mail, comme quoi il y a une conversation dans Teams, et en cliquant ici, je vais arriver directement sur mon environnement Teams, au bon endroit, dans la bonne conversation que je venais de partager. Voilà, je ne vais pas forcément aller plus loin parce qu'on pourrait encore aller beaucoup plus loin. On parlera encore d'un certain nombre de sujets sur la semaine, enfin sur le webinaire de la fin de semaine. Ce que je vous propose, c'est juste de partir sur la liste des questions qui auraient été posées. Alors. Ah bah merci, du coup, très bien. Microsoft Teams est-il sans faille? Donc bon, je l'ai répondu. Après, tout dépend ce que l'on attend, ce qu'on appelle par faille. Hein. Mais en tout cas, les failles telles que on les a entendues par Zoom, ce sont pas forcément, c'est pas forcément les mêmes parce que la plateforme est beaucoup plus sécurisée que celle de Zoom. Comment et où toutes les informations sont-elles stockées? C'est une très bonne question. Les informations qui sont relatives aux conversations, donc les informations qui sont dans du chat 1 pour 1 sont des informations qui sont stockées pour les conversations dans votre boîte aux lettres, donc dans votre messagerie, dans un dossier de messagerie cachée, donc qui sont stockées selon votre pays en France ou en Europe. Hein, ça revient à la question que j'évoquais tout à l'heure. Les fichiers qui seraient échangés à l'intérieur de ces conversations sont sauvegardés dans un des composants qui s'appelle OneDrive, qui est le composant qui vous permet de stocker vos documents personnels à l'intérieur de la plateforme Office 365. Si on est dans des conversations d'équipe, ces conversations d'équipe sont également stockées dans la messagerie, la partie conversation, et les fichiers que vous échangez sont sauvegardés dans une des briques qui s'appelle SharePoint, qui vous permet de stocker et d'avoir un certain nombre d'autres fonctionnalités derrière, qui n'est pas forcément l'objet de la session d'aujourd'hui. Et là aussi, pareil, hein, c'est stocké en France ou en Europe selon votre
votre environnement. Si vous avez si vous êtes administrateur, ou vous pouvez, ou si vous êtes, si vous êtes administrateur, vous pouvez voir où sont localisées vos données de l'ensemble des services Office 365. Si vous n'êtes pas administrateur, vous pouvez vous rapprocher de votre service informatique. Alors, les valeurs par défaut peuvent être définies au niveau de l'organisation. C'était les valeurs par défaut, il me semble que c'était quand je parlais de la partie, des statuts, il me semble, je crois. Elles ne peuvent. Alors, ce sont les valeurs par défaut. En fait, il n'y a pas de valeurs complémentaires qui peuvent être utilisées dans ce cadre-là. Peut-on enregistrer une vidéoconférence? Vous avez l'exemple, puisque cette présentation a été enregistrée, et du coup, vous allez avoir à disponibilité la vidéo via la plateforme WithEvent. Donc oui, la réponse effectivement est oui. Est-ce que les personnes que l'on souhaite ajouter à une conversation doivent télécharger l'application? Non, elles peuvent travailler avec le navigateur. Ça peut être suffisant de travailler avec le navigateur, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir l'application. Après, si elles sont dans le navigateur et qu'elles utilisent un navigateur différent de Chrome ou différent de Edge version Chrome, elles n'auront pas la possibilité d'avoir le son, la caméra, il y a un certain nombre d'éléments qui ne vont pas pouvoir être utilisés, et en particulier le partage d'écran aujourd'hui non plus n'est pas disponible dans un navigateur. Comment vous leur envoyez un lien à usage unique pour rejoindre la conversation? Lien à usage unique, est-ce que vous entendez le fait que ce lien-là ne puisse être utilisé qu'une seule fois? Et donc, alors, on n'a pas la possibilité de dire que le lien peut être utilisé une seule fois. Par contre, le lien peut être nominatif. C'est-à-dire, et ce n'est pas le choix qui a été fait dans le paramétrage de l'environnement, de la réunion du webinaire, une compétition par rapport à cela. Voilà, en termes, en principale différence avec Zoom. L'autre différence que l'on a aussi avec Zoom, c'est le fait que Teams, les fonctions que je vous ai présentées aujourd'hui sont des fonctionnalités de communication. Et derrière ces fonctionnalités de communication, il y a tout un ensemble de fonctionnalités de collaboration, de partage de fichiers, de travail en équipe. On va le voir que derrière, on a la possibilité d'avoir accès à tout l'ensemble des applications qui composent Office 365, voire des applications qui sont externes à Office 365. Donc, ça va bien au-delà d'un outil simplement de communication et de visioconférence. Possible d'utiliser plusieurs caméras, petit studio pour la formation. Alors, sur il y a deux modèles aujourd'hui pour faire des réunions. Il y a le premier modèle qui est le modèle qu'on a fait aujourd'hui, qui est un modèle de réunion en ligne, qui est basé sur l'utilisation individuelle de personnes qui sont dans une salle. Il y a à côté de cela un deuxième mode d'organisation de ces réunions, qui est l'organisation d'événements en direct, qui sont réellement avec l'enregistrement ou la diffusion d'une conférence où, sur le sujet de la production, on va pouvoir utiliser des sources de données différentes, et on aura bien la notion de producteur, présentateur et auditeur. Donc, quand on est sur ce modèle-là, on va avoir la possibilité d'organiser des événements en ligne. Petit point par rapport à ce sujet-là. Dans le cadre des licences Office 365, l'accès à l'organisation des événements en ligne est complètement intégré dans les licences de base. Ensuite, il y a certaines options supplémentaires, mais vous pouvez organiser, si votre administrateur vous l'a autorisé, des sessions de ce type-là. Ce n'est pas forcément ce que je recommande pour utiliser pour dispenser de la formation. Alors, je ne sais pas si la question avec le petit studio vidéo pour la formation était en lien avec l'animation de formation en distanciel. Je ne recommande pas forcément d'utiliser ce mécanisme-là pour travailler sur ces sujets-là.
Y a-t-il une compression de l'enregistrement de la vidéo pour réduire sa taille? Oui. Oui, complètement. À partir du moment où votre environnement va être sauvegardé, il sera sauvegardé sur un des composants de la plateforme Office 365 qui s'appelle Stream, qui est une sorte de YouTube d'entreprise, qui va non seulement être hébergé par ce service-là, mais qui va également être découpé et stocké sous différentes formes de façon à pouvoir, produire la vidéo au bon format et à la bonne résolution en fonction de l'équipement à partir duquel la personne qui consulte la vidéo va la consulter. Donc cette vidéo-là, si je prends l'exemple de ce qu'il y a de cette session-là, donc Jean-Marc a organisé l'enregistrement de cette réunion-là. À l'arrêt de l'enregistrement, cette vidéo va être traitée par le service, qui est un service de médias de Microsoft, va être stockée sur la plateforme Stream, va être analysée. Alors, et derrière cela, il y aura même encore d'autres fonctionnalités. C'est de la possibilité d'avoir le transcript de la réunion, de savoir qui a parlé à quel moment. Donc voilà, il y a tout un ensemble d'autres fonctions qui sont complémentaires et qui sont automatiquement mises en œuvre à partir du moment où la vidéo est sauvegardée. Mais également le fait que cette vidéo va être sauvegardée en différents formats selon qu'on soit sur une connexion à forte bande passante, sur un téléphone, sur un écran, sur un grand écran. Automatiquement, il va y avoir une détection de par le média qui va lire la vidéo du meilleur support à utiliser. Alors Teams domaine éducation, c'est quand vous créez votre environnement Office 365, vous êtes soit sur un environnement éducation, soit sur un environnement entreprise. Toutes les sociétés ne sont pas éligibles à l'environnement éducation. Il faut être dans des cas de figure particulières. Je vous invite à aller voir du coup sur le site, c'est Office 365 éducation en fait, hein, pour avoir toutes ces informations-là. Existe-t-il un tutoriel d'utilisation pour les noms d'utilisateurs à ce jour? Alors oui, le meilleur tutoriel que je peux vous recommander, c'est d'aller dans... Alors je vais juste repartager rapidement mon écran. Voilà, si je repartage rapidement mon écran, vous avez dans l'application Teams à gauche, vous avez le menu Aide ici, qui est un menu qui va vous permettre d'accéder à, alors je vais le lancer de cette façon-là, qui va vous permettre d'avoir tout un ensemble de petits tutoriaux sur l'utilisation de Teams selon ce que vous voulez faire. Et sinon, et je vous le transmettrai dans la présentation, vous aurez ici, voilà, des ressources utiles, donc les rubriques d'aide de Teams, des ressources sur la formation, supportoffice.com FR Teams, qui va vous permettre d'avoir accès là aussi à un certain nombre de vidéos. Donc si je suis, hop, je vais vous montrer rapidement, voilà. Enfin bon, voilà, je vous laisserai aller voir, je vous transmettrai de toute façon. Et vous avez la possibilité d'utiliser et de remonter des demandes que vous pourriez faire, des demandes d'évolution, des besoins, des envies, des idées sur l'utilisation de Teams auprès des équipes projets Microsoft en utilisant ce qui s'appelle User Voice, qui vous permet de communiquer avec les équipes produits de Microsoft pour voir un petit peu quelles sont les évolutions que vous aimeriez avoir, quelles sont les évolutions qui sont en cours et qu'est-ce qui pourrait éventuellement être mis en œuvre par la suite. Voilà. Donc session hyper dense, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si il y a encore beaucoup de questions. On devrait être bon. Ok, on devrait être bon. Merci à vous. Et du coup, ah, il y a encore d'autres questions, pardon. Pas du tout Office ni Office 365. Est-ce que c'est adapté quand même? Alors, vous avez une version de Microsoft Teams grand public qui va arriver
alors elle est déjà plus ou moins présente, mais elle va arriver avec des évolutions fonctionnelles un peu plus importantes. Donc vous n'avez pas besoin d'être utilisateur Office ou Office 365. Et si on a Microsoft via une licence et non Microsoft 365, peut-on rajouter Teams? Alors, vous allez pouvoir rajouter Teams. En l'occurrence, actuellement, vous avez aussi la possibilité d'avoir des environnements Teams qui sont donc soit gratuits au niveau particulier, soit vous avez vous avez 6 mois d'environnement Office 365 qui sont offerts par Microsoft si vous basculez sur l'environnement maintenant. Merci à vous en tout cas. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci à vous. N'hésitez pas à vous inscrire sur le séminaire de vendredi. Je vous enverrai également un certain nombre un questionnaire pour éventuellement préparer les sujets particuliers que vous souhaitiez voir. C'est un peu compliqué d'avoir une vision globale de tous les besoins de tout le monde selon les niveaux des uns et des autres. Mais n'hésitez pas, je reste à disposition si vous avez des questions complémentaires sur ces sujets-là pour avancer. Merci à vous en tout cas. À très bientôt. Bonne fin de journée. Merci.